Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire des portes ouvertes avec le bâtisseur. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'événement, les portes ouvertes avec le bâtisseur, c'est un événement qui permet en temps normal de visiter toute une série de bâtiments construits ou rénovés de façon durable à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Malheureusement, évidemment, cette année-ci, nous avons dû nous adapter, Covid oblige, nous avons donc opté pour une version digitale qui sont donc ces webinaires thématiques, donc deuxième du nom aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler d'architecture circulaire et de réemploi. Pour ce faire, nous avons à nos côtés Harold Fallon, qui est le maître d'ouvrage du projet que nous allons visiter tout à l'heure avec lui. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un ancien entrepôt, en fait, qui a été complètement réhabilité, un entrepôt à Molenbeek, qui a été transformé en habitation familiale et en atelier d'artistes, qui a évidemment la particularité d'avoir fait usage de toute une série d'éléments de récupération à la fois sur le chantier sur place, mais également d'autres chantiers. Donc, nous ferons un petit tour avec lui de son logement et il nous en dira un petit peu plus par rapport à ça. Et alors, après cette visite virtuelle, nous continuerons de développer cet aspect récupération dans la construction avec Sophie Beaune et Gaspard Geert, qui, eux, donc de chez Rotor. Donc, Rotor, une ASBL qui est spécialisée précisément dans justement la récupération d'éléments en architecture. Qui nous feront alors une approche peut-être un petit peu plus explicative et plus théorique de cette thématique pour justement un petit peu éclaircir tout ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Les portes ouvertes se veulent évidemment interactives. L'idée à l'origine, c'est de pouvoir susciter de l'interaction entre des maîtres d'ouvrage expérimentés et des candidats à la rénovation ou à la construction durable. Donc l'idée, elle reste identique cette fois-ci, mais évidemment, on va travailler via le chat. Donc dans le bas de votre écran, vous voyez la petite option de chat. N'hésitez pas à l'utiliser tout au long du webinaire. Dimitri, qui est avec nous également, que voici, s'occupera tout au long du webinaire de scruter vos questions, vos remarques éventuelles pour pouvoir les relayer et donc continuer à avancer sur cette thématique. Et je pense que dans un premier temps, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue et on va rentrer dans le vif du sujet pour découvrir ce projet. Harold, je vous laisse la parole. Voilà, bonsoir. Tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend. Et tout le monde voit le grand écran blanc devant lui? Tout à fait. Ok, parfait. Donc, je vais commencer par faire une petite présentation écran pour expliquer les tenants et aboutissants du projet dans les grandes lignes. Et puis, je vous baladerai dans le bâtiment. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et je peux y répondre au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc, comme Benoît l'a dit, je suis maître d'ouvrage, donc le client, mais je suis aussi l'architecte. Donc, j'ai une position un peu particulière et dans le processus avec mon épouse qui est architecte aussi, qui est en haut. Le bâtiment, la rue Jean Verbiste, est un bâtiment qui est en intérieur d'îlot. Alors, on voit qu'il a une forme un peu particulière avec une empreinte au sol en L. Et la particularité, c'est que c'était une construction très hybride, avec plusieurs phases de construction. Ça avait été assez mal construit, c'était un ancien entrepôt de denrées alimentaires, et il n'y avait aucune prise de jour. Donc, tout était construit, en fait. Alors, pour aborder la question de la construction du logement et de l'atelier dans lequel je suis maintenant, je vais évoquer 3 dimensions du projet, en terminant avec la question de la récupération. Et la première, je vais parler un peu de la structure. Donc, à chaque fois, on voit ici à gauche une image de la situation le premier jour du chantier et à droite, les images du projet en cours d'élaboration, de chantier ou terminé. Donc, on a ces structures qui sont en béton principalement, qui sont donc assez hybrides, comme j'ai dit, et qui surtout apparaissent comme étant trop faibles par rapport au pouvoir portant qui est demandé pour un logement. D'après l'ingénieur, il devait s'écrouler sous son propre poids. Et alors, on a en fait il y a quelques découpes qui sont faites dans l'immeuble pour amener de la lumière. Et les structures sont soutenues par principalement une structure en bois
qui vient renforcer la structure béton. L'idée a été d'éviter au maximum d'injecter du nouveau béton dans le bâtiment, ce qui fait qu'on voit qu'on a au rez-de-chaussée ces colonnes en V qui apparaissent, qui permettent de venir soutenir les structures supérieures et de ramener les charges dans les fondations existantes, et donc d'éviter de devoir mettre du nouveau béton dans les fondations. Et donc ça fait des nœuds constructifs assez particuliers dans le bâtiment terminé. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors à l'étage, on a un peu le même genre de situation avec quelques découpes qui sont faites. Il y a un nouvel escalier qui vient prendre sa place et on voit que ces structures qu'on devine ici à droite, qui viennent doubler les colonnes existantes, deviennent aussi l'endroit dans lequel on va avoir des nouvelles divisions qui vont se faire. Donc, il y a des nouvelles dalles qui sont construites, qui sont des dalles en bois massif. On voit le nœud ici à gauche en cours de chantier. Donc, on a vraiment les colonnes qui arrivent, des poutres longitudinales qui viennent renforcer les poutres existantes, et puis des nouvelles dalles en bois qui viennent en fait libérer la charge des anciennes structures en béton. Ces dalles sont en bois massif, donc ce sont juste des pièces de bois posées l'une à côté de l'autre, qui jouent à la fois le rôle de structure, de finition et d'isolant du plancher. Et alors au troisième étage, on a des combles qui sont en très très mauvais état. On voit sur la photo de gauche que même la chape de compression n'avait pas été coulée sur les ourdis, donc vraiment une structure presque inexistante. Et alors dans cette toiture, on va enlever la moitié de la toiture pour la remplacer par une serre, qui permettra d'avoir une petite production agricole. Et d'autre part, une partie de la toiture est démontée et reconstruite avec les mêmes tuiles pour avoir les chambres des enfants. Voilà un peu les ambiances sur le chantier, à cet endroit-là. Donc ici, dans ce document-là, qu'on aime bien, même s'il faut un peu cligner des yeux pour le comprendre, c'est une axonométrie vue du dessous. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'on est en dessous du bâtiment, on voit les plafonds, et en vert sont représentées toutes les structures béton existantes. Et alors en rouge, on a toutes les nouvelles structures bois qui viennent soutenir le bâtiment, et alors la serre qui est symbolisée également. Le deuxième mouvement qu'on a dans le bâtiment, dont on voit ici l'empreinte à gauche au sol, a été de définir on va dire un cocon chauffé au sein du bâtiment. Dans un premier mouvement, dans la demande de permis, en fait, tout le bâtiment a été considéré comme étant protégé et donc chauffé. Et au fil de l'évolution du projet, on a décidé de réduire la partie chauffée. Donc, si on est ici à gauche, on voit que à l'origine, ceci était prévu comme étant le bâtiment qui serait chauffé. Et en fait, on a réduit cet espace à la partie centrale, qui est donc le cocon qui est utilisé été comme hiver. Et du coup, on a des grands espaces à côté qui sont non chauffés, soit devenus extérieurs, couverts, qui vont permettre de s'approprier les espaces autrement et surtout de vraiment y habiter en été aussi. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée où on voit à gauche une vue dans l'espace non chauffé, qui est une espèce de vaste hall d'entrée, on va dire, où Victor aime bien faire du skate aussi. Et à droite, on est dans l'atelier qui est chauffé. On monte d'un étage, et donc là, on a une terrasse en bout de course. L'espace chauffé avec la chambre des parents, qui correspond à un petit appartement autonome au sein de la structure. Et puis à droite, ici, en blanc, on a l'espace non chauffé, où on a une table, aussi un coin salon, mais qui est ces jours-ci moins utilisé, on va dire. Donc ici à gauche, on est dans l'espace non chauffé qui est avec l'escalier aussi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les problèmes de tirage dans les cages d'escalier puisque c'est pas chauffé simplement. Tout au fond à droite, on devine un deuxième garde-corps. En fait, on a un monte-charge à cet endroit-là qui est aussi original du bâtiment et qui a été conservé. Et alors à droite, les portes sont ouvertes, mais on regarde dans l'espace chauffé qui donc a la dalle de bois qui sert d'isolant. On monte encore d'un étage et on voit sur le plan à gauche la serre en blanc on voit tous les petits rectangles des vitrages de la serre.
Et alors, dans l'espace qui est à droite, il y a juste les chambres qui sont chauffées et la salle de bain. Donc, ça veut dire que pour aller à leur chambre, les enfants passent par la zone froide, ou pour aller à la salle de bain, ils passent par la zone froide également. Là, on est dans la serre sur la gauche et on est dans l'espace non chauffé sur la droite, mais avec, on voit la cloison en bloc de chambre qui fait la cloison isolante vers les chambres des enfants. Ce qui fait que dans ce projet, en fait, environ toutes les portes sont des portes extérieures. Il n'y a pas de, il y a pour ainsi dire pas de porte intérieure. Donc voilà un peu l'univers que ça crée, qui est un univers très multiple, avec des jardins extérieurs, avec des structures qui sont maintenues, un deuxième jardin sur la gauche, et puis alors au sein de cette grande structure en béton, les jambes de bois qui sont venues supporter les structures en béton, et puis les différents espaces qui viennent se loger là. Donc ici, on voit les différents espaces chauffés qui sont répartis de façon un petit peu étrange dans l'immeuble. Et ça provient du fait qu'en fait, au départ, dans le permis d'urbanisme, on avait prévu de tout chauffer. Et puis, c'est en cours de dossier qu'en fait, on s'est dit qu'on allait changer de fusil d'épaule. Et donc, les choses se sont superposées un peu étrangement. Alors, je vais rentrer dans les questions de récupération. Alors, le premier mouvement de récupération consiste ici surtout à ne pas tout démolir. Donc, on a fait deux démolitions principales pour créer des espaces extérieurs. Et pour faire ces espaces extérieurs, on a coupé les dalles, mais on a conservé les structures principales. Donc, on a une espèce de grande pergola, on peut dire, en béton, qui est complètement surdimensionnée, qu'on n'a pas traité. Donc, on accepte quelque part son statut de ruine. Et les plantes, on le voit en haut, ont déjà commencé à coloniser la structure. On a planté quelques plantes grimpantes en plus. C'est des jardins qui sont principalement plantés pour l'instant de menthes et de fruitiers d'hiver. Les arbres doivent arriver dans une semaine ou deux. Alors, on a aussi récupéré les tuiles. En fait, c'était une grande toiture en tuiles qui était assez ancienne. Donc, comme on a divisé par deux la surface de tuiles, puisqu'il y a la moitié qui est remplacée par une serre, ça nous a permis de faire un tri dans les tuiles qui étaient encore bonnes et même de garder un stock pour des remplacements futurs, parce que c'est un modèle qu'on ne trouve plus facilement, visiblement. Et donc, on a pu, pour le même prix, conserver nos tuiles existantes. Alors, sur la gauche, on est sur la plateforme d'entrée. Donc, vous avez vu juste avant ces structures béton. En fait, au-dessus de cette dalle, on avait une toiture terrasse qui était en infraction urbanistique. Et cette toiture était couverte de grandes dalles de béton. Et donc, on les a mis de côté pour daller la nouvelle terrasse qu'on a créée à l'arrière du bâtiment. Alors, il y a des matériaux qui sont récupérés, il y en a d'autres qui sont des matériaux qui sont issus de processus de récupération, on va dire, comme par exemple une partie des murs en bloc de chanvre qu'on a réalisé à l'intérieur ont été enduits de terre et on a utilisé de l'argile qui est produite par BC Materials à Bruxelles et qui récupère en fait en grande partie de la terre issue de chantier sur Bruxelles avec un ajout d'argile pour avoir la texture nécessaire pour faire de l'enduit. Et ça donne une très belle matière voilà, qu'on a laissée apparente. Alors évidemment, on est architecte, donc on a d'autres chantiers en cours et ça a facilité pour nous la possibilité d'éventuellement de jouer en fait entre les chantiers. Alors on a un très gros chantier pour l'instant qui est la transformation du palais des expositions de la ville de Charleroi. C'est un immense bâtiment. Et alors on a dans ce projet-là une série de matériaux qui sont récupérés au sein du bâtiment lui-même, mais il y avait des surplus. Entre autres, il y avait toute une série de garde-corps qui étaient disponibles, avec une forme un peu particulière parce qu'on voit sur les images de gauche, ils formaient des angles pour passer autour de grosses colonnes dans le bâtiment. Et justement, ici, dans notre projet, on a aussi des colonnes qui jouxtent des vides et donc on a pu les récupérer à plusieurs endroits, ces garde-corps. On a du marbre rouge qui est, je crois, de Chimay à la base, qui était mis en place dans des bâtiments qui allaient être démolis au palais d'exposition et qui ont été récupérés en partie ici dans l'atelier et dans la salle de bain. C'est assez chic. D'autres carrelages qui étaient un peu moins intéressants, mais qui étaient des carrelages en béton poncé,
un peu plus neutres et on les a réutilisés en fait de façon un peu anecdotique, mais dans l'atelier, on a dû faire quelques tranchées pour les égoutages et plutôt que de couler un nouveau béton, mais on a récupéré quelques mètres carrés de ces carrelages-là pour venir boucher ces trous-là. On le devine en fait ici au pied du châssis. Il y a des pierres bleues qui proviennent de là aussi. Alors, on a utilisé ça. En fait, c'est une erreur de livraison de l'entrepreneur qui nous a livré ces grosses pierres bleues. On ne sait pas très bien quoi en faire et finalement, on a ici dehors créé une table pour l'atelier de céramique qui permet de traiter la terre de façon, un support qui est robuste. Et vous voyez qu'on avait encore aussi un surplus de dalles en béton qu'on a utilisé pour faire le pied de cette table. Alors, il y a un autre chantier plus ancien qu'on avait fait à Anzinel, donc près de Florennes, dans la province de Namur, et c'est pour mes parents. Et en fait, on avait là aussi des surplus de carrelage qui étaient issus en fait on a découvert un tas de carrelage dans le bois, et il y avait une série de carrelages qui étaient encore disponibles d'un chantier qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années. Et donc, on a été récupérer ces carrelages et c'était un travail d'enfer d'enlever les restes de ciment qu'on avait au dos de ces carrelages. Mais on a pu les récupérer, entre autres, pour faire la crédence de la cuisine. Alors, ça donne évidemment un cachet tout particulier à ce genre d'endroit-là. Et je pense que c'est le dernier slide de la présentation. Je ne sais pas si vous voulez déjà poser des questions maintenant ou bien si on va se balader directement. On a déjà des questions reprises. Je ne vois encore rien dans la discussion pour l'instant. Donc, je propose peut-être de faire le petit tour du propriétaire maintenant. Alors, peut-être que là, d'autres questions se poseront, je pense. OK. Je peux arrêter le partage, je suppose, et je Oui. peux sortir de la réunion de mon ordinateur, je suppose aussi. Tout à fait. Non, laisse-la tourner et prends juste le téléphone. Je vais mettre le focus sur celui-là. Ici, en fait, tout était couvert à l'origine. On voit les structures du jardin. Interrompez-moi si c'est utile. Oui. Donc ici, on a, je ne sais pas si on ne voit pas grand-chose, hein, c'est un peu la nuit. Donc on a une vicine qui a été plantée, mais alors sur les côtés, on a un kiwi. C'est plutôt de genre des framboisiers. Alors, il y a beaucoup de menthes. On a des dattes aussi, des figues, pardon. Alors je vais rentrer dans le hall d'entrée qui est donc une partie non chauffée avec le monte-charge. On a un rangement qui se trouve là-bas derrière. Et alors l'escalier qui est un peu particulier parce qu'en fait, comme on a du coup pas mal de place avec cette idée d'espace non chauffé, on a pu se permettre de faire une ouverture assez importante et de mettre les deux escaliers en fait l'un à côté de l'autre plutôt que l'un au-dessus de l'autre. Je ne sais pas si on comprend tout à fait ce qui se passe dans ma caméra. Et ce qui fait qu'en fait on a comme le bâtiment était entièrement encaissé dans sa parcelle avec aucune lumière naturelle à l'intérieur, ça permet en fait de tirer la lumière depuis la serre qu'on devine ici en haut sans qu'elle ne soit bloquée par l'escalier. Donc bon, il y a un côté un peu à la fois monumental et en même temps il est construit de façon très simple, quoi. Ce sont simplement des limons en sapin et puis en bois vraiment le plus basique qu'on puisse imaginer. Donc on voit bien les structures qui soutiennent le béton. Avec, pour la petite histoire, en fait, donc on a des cornières en acier dans le bas, ici. Et alors dans le haut, on a chaque fois de nouveau une cornière et puis un tirant qui vient caler en fait latéralement les jambes de bois avec, on voit ici dans le haut, une pièce qui vient de nouveau servir de butée. Donc on a essayé vraiment de limiter au maximum aussi les quantités d'acier qui étaient utilisées. Donc c'est vraiment juste les éléments minimaux, quoi. On voit dans le sol ici aussi, on a fraisé dans le sol un tirant en acier. Donc c'est la dalle existante évidemment.
Harold, on a quelques premières questions. Est-ce que je te les pose maintenant ou est-ce qu'on attend la fin de la visite? Donc, la première question, c'est de savoir la différence de température entre la partie chauffée et la partie non chauffée. Est-ce que la partie non chauffée est isolée? Enfin, on imagine, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Non, donc en fait, la partie non chauffée, on le voit ici, c'est ma main qui cache tout. Oui. Derrière moi, ce sont les anciens murs de briques, donc ça n'est pas isolé du tout. Par contre, c'est vrai qu'on jouxte un espace qui, lui, est chauffé, et les nouvelles menuiseries qu'on a mises, fatalement, sont en double vitrage. Donc, il fait froid. On n'habiterait pas dans cette zone-ci pour l'instant, mais on peut sans problème y travailler, par exemple, ou tant qu'on a un peu d'activité physique, il n'y a pas de souci. Et donc, il fait moins froid que dehors, mais il fait quand même froid. Et alors ici, par contre, il fait tout à fait bon. Alors, une autre question, c'était de savoir un peu à quel moment vous avez intégré les éléments de réemploi. Est-ce que vous avez un listing avant de démarrer ou c'est au fur et à mesure? Non, alors en fait, j'ai essayé d'évoquer ça un peu dans la présentation, mais au départ, c'était pour nous pas du tout une sorte de position a priori dans le projet. On a démarré plutôt avec l'idée de venir habiter ce grand bâtiment. On trouvait intéressant d'imaginer plus architecturalement comment y habiter. Et alors, il y a eu, en fait, tout ça s'est un peu déclenché. Bon, les questions de réemploi nous intéressent au bureau depuis assez longtemps, mais de façon moins prégnante peut-être qu'aujourd'hui. Surtout les questions de conservation nous intéressent. On nous pose la question pourquoi démolir un bâtiment, comment le conserver, comment le réutiliser de façon intelligente. Alors, il y a eu la question de la réduction de la surface chauffée qui est liée en fait aux grandes manifestations qu'il y a eu fin 2018, début 2019, qui nous ont poussé un peu à la réflexion à ce niveau-là. Et donc, il a semblé que, en fait, par rapport à isoler un bâtiment, il vaut mieux moins le chauffer. C'est un premier pas qui semble assez évident, mais qui est assez impressionnant dans les chiffres, en tout cas. Et alors, la question du réemploi est venue plus comme une sorte ça nous semblait aller de soi par rapport aux matériaux qui étaient disponibles sur place, en disant ces matériaux sont là, on ne va pas tout jeter pour tout recommencer. De cette manière, ça n'avait pas d'intérêt. Et puis, de là, je dirais que c'est plutôt les opportunités qui sont présentées au fur et à mesure du projet et qui nous ont intéressés. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté vers la récupération d'autres chantiers qu'on connaissait, plutôt que d'aller vers des marchands de matériaux, par exemple. Ce qu'on pourrait faire aussi, mais qui ici, ça n'a pas été tout à fait la logique. Si ce n'est par contre pour les enduits de terre, par exemple, là oui. Est-ce que vous avez dû laisser certaines choses en stand-by en attendant de trouver les matériaux sur d'autres chantiers? C'est comme ça que vous avez fonctionné? Non, pas vraiment. On anticipait au fur et à mesure et puis ça se mettait assez bien. En fait, les garde-corps, par exemple, ont traîné assez longtemps sur le chantier avant d'être mis en œuvre, donc ils sont arrivés fort en avance. Par contre, les carrelages sont arrivés tout à fait à la fin et on les a attendus. Donc, ça, c'est parce que je devais les nettoyer. Donc, je dirais ça s'est mis en fait assez simplement dans le processus. Il n'y a pas eu vraiment de… Ça demande de l'anticiper un peu. Ça. Il y avait une question un peu générale sur l'analyse du cycle de vie. Est-ce que vous avez étudié l'analyse du cycle de vie du bâtiment pour savoir quelle énergie grise vous avez économisée en recyclant et en réutilisant des matériaux? Non. Je sais qu'il existe des études qui montrent, qui démontrent ces chiffres-là et que c'est assez important, mais ce n'est pas des calculs que nous, on a fait. Par contre, ce que j'ai fort regardé, c'était la question de l'énergie grise, de l'isolant par rapport au chauffage. Et c'est ça qui nous a poussé en fait à diminuer le volume chauffé plutôt que de tout isoler, même avec un isolant qui est plus performant à ce niveau-là. Il y avait une question par rapport au budget, forcément. Est-ce qu'on peut chiffrer le temps de réalisation en considérant le temps qu'il faut pour récupérer, nettoyer, reposer les matériaux? Est-ce que par rapport à ça, vous avez une estimation?
C'est une question un peu double. C'est le temps ou l'argent? C'est la même chose en fin de compte. Alors, oui, c'est ça. C'est un peu... Qu'est-ce qu'il faut envisager, enfin, si je comprends bien la question, quel budget temps il faut en plus quand on est dans une logique de récupération et qu'est-ce que ça représente au niveau budget finalement en termes de gains? Alors, j'ai pas l'impression que ça implique un temps significativement plus long qu'un chantier normal. Les chantiers, ça dure toujours un peu longtemps. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, en termes de coûts, ça n'est certainement pas une économie, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup plus cher. Alors, ça dépend un peu, évidemment, où on veut mettre le curseur. Ici, par exemple, les carrelages, je les ai nettoyés moi-même. Les dalles extérieures, elles étaient disponibles sur le chantier, donc elles étaient vraiment gratuites. C'était des dalles sur plot, donc il n'y avait aucune modification, aucun nettoyage qui était nécessaire. Donc ça, c'était tout bénéfice, je dirais. Les tuiles, par contre, l'entrepreneur nous a dit, écoutez, moi, pour le même prix, je vous en mets des neuves, hein, parce que les stocker, les nettoyer, les sélectionner, etc., ça vaut vraiment pas du tout la peine économiquement. Mais ça n'était pas plus cher non plus de les récupérer. Donc, l'un dans l'autre, voilà, ça n'a pas été une source de surcoût, quoi. Donc, ça dépend un peu des matériaux, en fait. Et justement, est-ce que les matériaux qu'on récupère sur d'autres chantiers seront gratuits et comment est-ce qu'on peut y avoir accès? Non. Alors, dans notre cas, au Palais Exposition, j'ai demandé une offre à l'entrepreneur pour ces matériaux qu'il avait démontés, parce que ça demande de les démonter de façon précautionneuse, évidemment. Et puis bon, il y a aussi une question dans mon cas de conflit d'intérêts, puisque c'est un chantier du bureau, donc je ne pouvais pas aller me servir comme ça dans d'autres chantiers, d'autres maîtres d'ouvrage, donc on les a achetés. Alors, encore deux petites questions. Est-ce que vous avez fait des reprises en sous-œuvre? Non. On n'a aucun travaux de fondation, puisque on s'est arrangé pour reprendre toutes les charges dans les fondations existantes. Est-ce que la dalle dans la partie chauffée a été isolée? Ah, on a perdu Harold. Voilà. Voilà. Dans la partie, au rez-de-chaussée, on n'a pas isolé le sol, non. On n'a pas isolé le sol, mais en fait, c'est un atelier, hein, donc c'est le seul espace qui est en contact avec le sol. Et donc, ça veut dire qu'il est occupé de façon moins permanente que le logement. Et donc, ça nous semblait, enfin, en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Énergétiquement, hein, je veux dire, par rapport, si on devait démolir la dalle pour aller isoler, pour recommencer par-dessus, pour refaire tout un complexe de plancher, à mon avis, on mettrait des dizaines d'années à récupérer l'investissement écologique. Alors, ça, je ne veux pas dire économique, mais en termes de CO2, ça sera un non-sens complet. Alors, petite question concernant de nouveau l'isolation. Comment est-ce que vous avez géré les ponts thermiques entre la partie chauffée et la partie non chauffée? On les a gérés à moitié. Dans ce sens qu'on a isolé la partie chauffée, c'est 15 cm de bloc de chanvre de mémoire. Donc c'est isolé comme il faut selon les critères de la région bruxelloise. Mais il y a certains endroits où il y a des ponts thermiques qui apparaissent, mais comme on est en rénovation, il n'y a pas de contraintes réglementaires à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une question qui se pose de savoir que le bâtiment va se comporter bien, qu'on n'aura pas de problème de condensation, etc. On n'a pas construit ici un bâtiment qui est entièrement emballé de façon hyper étanche au niveau thermique. Ça, c'est clair. Les structures béton passent au travers et c'est comme ça. Alors, je vois le temps qui tourne. Peut-être qu'on peut continuer un peu la visite et s'il y a quelques questions, les repousser après. J'ai continué à me balader en même temps que je parlais. Donc, on est arrivé à la serre ici, à l'étage, donc qui est non chauffé. Donc, on voit derrière moi le mur pignon, l'ancien mur pignon qui est toujours en briques. C'est un gros plancher. On voit le trou d'un ancien escalier. C'est un plancher en sapin qu'on a fait ici et qui est en fait à joint ouvert parce que comme on a l'espace chauffé en dessous de nous, c'est posé la question justement, comme on parle de pont thermique, du pare-vapeur.
Et on n'a pas posé de pare-vapeur, mais par contre, on n'a pas mis d'étanchéité par-dessus non plus. Donc, ça veut dire que les migrations de vapeur continuent à se faire naturellement. Et donc, à ce jour, en tout cas, on n'a pas de problème. Ici, on est dans la chambre. Je vais peut-être me retourner la caméra de nouveau, du coup. Là, on a la chambre d'un des enfants qui donne dans la serre. Donc, c'est ici que le mélange s'est fait de façon un peu étonnante, puisqu'on est dans l'espace non chauffé, mais on a quand même une dalle de bois parce que ici, la structure était totalement insuffisante. Et alors, on donne dans ce grand vide des escaliers où on voit les garde-corps qui viennent de Charleroi. Le mur du fond qui n'est pas isolé, puisque c'est non chauffé ici. Ce qui fait un peu chalet, c'est les planches de bois. En fait, on a aussi regardé comment limiter le nombre de plaques de gyproc et de plaques au plâtre. Mais ce sont toutes des réflexions qui sont vraiment venues au fur et à mesure du projet. Donc, on n'a pas ici réalisé un dossier d'exécution qui était entièrement ficelé au début du chantier, quoi. Il y a eu pas mal d'improvisation. C'est ça. Il y a une question de savoir comment vous avez décidé la proportion entre les espaces chauffés et non chauffés, mais ça, c'est venu au fur et à mesure de la réflexion, c'est ça. Moitié-moitié, en fait, ça s'est bien mis parce qu'on a les structures qui étaient, qu'on voit ici, quoi. Et donc, c'était évidemment là que quelque part la limite allait se faire. L'escalier était déjà à cet endroit-ci, donc la limite s'est mise là. Et en fait, on a 85 mètres carrés, je dirais, pour pour le noyau de vie que vous voyez là. Et donc, c'est ce qu'il faut, quoi, hein. C'est pas géant, mais c'est pas petit non plus. Donc, voilà, donc nous, on dort là et on vit ici. Vous voulez que je vous amène sur la terrasse derrière? Allons-y. C'est ici qu'on joue à l'ordinateur. Voilà, donc ici on est à l'arrière. On voit aussi qu'on a conservé les murs, les anciens murs du bâtiment qui font une sorte de paravent par rapport au voisinage, parce que c'est assez dense, hein. Il fait noir pour vous, mais on est vraiment mieux des voisins. Donc réciproquement, ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est qu'on a toujours un espace intermédiaire entre l'espace de vie et puis la confrontation avec le voisinage. Donc, on regarde toujours quelque part d'autre avant d'aller voir ailleurs. Qui existait avant. Voilà, je ne sais pas si... Il y avait encore deux petites questions. Est-ce que dans l'atelier de céramique, vous réalisez aussi des éléments pour la maison? Alors, on ne l'a pas fait pour ce projet-ci. On avait, avant, on habitait dans un appartement dans lequel Evelia avait réalisé un lavabo. Ça, c'est vraiment un objet hyper complexe à réaliser en céramique. Mais ici, on ne pouvait pas le faire puisque l'atelier n'était pas là quand le chantier est en cours, puisque c'était l'objet du chantier. Donc, il y avait un problème de phasage, mais aussi, elle n'est pas une céramiste fonctionnelle, je dirais. Donc, c'est pas vraiment son travail de faire ce genre de choses-là. Donc, elle aurait pu faire des dallages et des choses du genre, mais c'était pas l'objectif. Et alors, il y a une question de Nicolas, mais à mon avis, qui pourrait nous prendre beaucoup de temps. Pourriez-vous élaborer sur l'énergie grise de l'isolant versus l'énergie grise du chauffage? Oui, ça, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Alors, en fait, j'ai fait des dizaines de tableaux Excel à ce niveau-là, parce qu'en fait, il y a relativement peu de littérature sur le sujet, j'ai l'impression. Je vous montre juste un détail ici, où en fait, je ne sais pas si on comprend ce qui se passe, mais on a fait cette découpe en diagonale dans la structure. Et en fait, comme on ne voulait vraiment pas mettre ni de béton ni d'acier, en fait, on a renforcé la dalle béton avec des poutres en bois. Et puis, on a cette nouvelle poutre qui vient soutenir l'ensemble, qui remplace en fait un
un profilé acier, quoi. Donc, il y a ici 7 poutres en bois, l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est un peu un détail amusant. Alors, je vais me retourner près de l'ordinateur parce que j'ai presque plus de batterie. Alors, l'énergie grise des isolants et le chauffage, en fait, en réalité, la difficulté, c'est qu'il faut comparer plein de choses parce que on a l'énergie grise des matériaux, ça c'est relativement connu. En tout cas, on peut trouver des sources, c'est pas très compliqué, c'est assez convergent. Et puis après, il y a la question du... c'est toujours là. Il y a la question du chauffage. Et là, tout d'un coup, il y a aussi évidemment la question de quel type de chauffage qui apparaît, ou quelle source d'énergie, etc. Alors, ici, chez nous, on a installé un système de pompe à chaleur air-air. Ça, c'est un mot compliqué pour dire un système d'air conditionné. Donc, c'est de l'électricité qui est transformée en chaleur, mais en fait, qui vient pomper les calories de l'air ambiant pour l'injecter dans le bâtiment. Et on fait ça en étant abonné à un fournisseur d'énergie verte. Donc, c'est principalement de l'éolien, etc. Et en fait, quand on prend ce calcul, l'empreinte carbone de cette combinaison-là, par rapport à l'énergie grise d'un isolant, on le récupère, mais après des dizaines d'années. Donc, c'est en fait, en soi, ça questionne même le fait d'isoler, tout court. Mais évidemment, si on n'isole pas, le problème, il y aura un problème de confort qui va se présenter parce que ça veut dire qu'on aura toujours les murs humides qui sont là. Et d'autre part, c'est pas une solution qu'on peut multiplier de façon indéfinie, puisque probablement qu'on ne peut pas mettre tout le parc immobilier sur des pompes à chaleur air du jour au lendemain. C'est un problème de capacité électrique, etc. Mais par contre, c'est étonnant de voir ces chiffres, de se dire qu'en fait, dans notre cas, avec ce système de chauffage, l'isolation n'était pas une bonne idée. Ça a été assez intriguant. Et donc, ça a fait on s'est rabattu sur un isolant qui est la plus basse énergie grise, c'est le chanvre, et en diminuant les espaces chauffés. Alors, dernière petite question, Olivier, avant de passer à la suite, mais on me fait remarquer qu'on n'a pas bien vu la cuisine, ni la bibliothèque, ni le placard dans la chambre. Pourtant, ça a l'air superbe. Qui a fait tout ça? Question. Je pense que c'est un membre de l'audience qui a dû réaliser ces travaux remarquables, effectivement. Vous voulez qu'on remonte les voir? Non, c'est mon oncle qui a réalisé ça, Guy Fallon, qui est ébéniste, beaucoup d'emplois différents avant, mais qui s'est recyclé dans la menuiserie et l'ébénisterie pour le tard. Et donc, on a réalisé ça ensemble et en fait, on a déjà fait plusieurs travaux ensemble au personnel, mais ça permet, enfin voilà, on a fait une collaboration et là aussi, on a favorisé, par exemple, des étagères qui sont en bois massif pour éviter les panneaux collés ou en tout cas limiter leur emploi. Il y en a quand même une réflexion qui a été faite. Ben voilà, donc on est arrivé au bout des questions. Peut-être, Benoît, je retourne vers toi. Il y a beaucoup de réactions, mais je pense qu'on ne pourra pas tout couvrir là dans l'immédiat. Donc, je propose peut-être de passer à la suite. Ces autres questions ne seront pas oubliées. On peut toujours y répondre après le webinaire, on en reparlera tantôt. Mais donc, dans l'immédiat, je propose peut-être de passer à la présentation de Sophie et Gaspard de chez Rotor, qui vont probablement nous ramener aussi toute une série de notions qui ont partiellement été évoquées dans les questions, en tout cas. Donc, je vais... J'ai une petite question d'organisation. Harold, oui. Oui, en fait, on travaille sur un concours pour l'instant au bureau qu'on doit remettre très bientôt et on a prévu une réunion à 7 heures pour en discuter. Mais je ne sais pas très bien si vous attendez que je reste présent pour la deuxième partie ou bien est-ce que c'est indépendant de celle-ci? A priori, c'est indépendant. Maintenant, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. On peut Sinon, je peux rester en sourdine et comme ça, je suis aussi spectateur de ce qui se passe de l'autre côté. Et s'il y a des questions qui se reviennent vers chez nous, je suis toujours présent.
Faisons comme ça va. OK. Eh bien alors, passons la main à je ne sais pas qui commence, Sophie ou Gaspard. C'est moi-même. Bonsoir. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, c'est au tour de Gaspard et moi-même qui allons vous parler un peu d'un point de vue un peu plus théorique du réemploi dans le secteur de la construction. Donc, Gaspard et moi, on travaille pour Rotor. Donc, pour la petite histoire, Rotor est une structure qui a été fondée il y a maintenant 15 ans par 3 de nos collègues. Au fur et à mesure des années, l'équipe a grandi et les projets se sont diversifiés. Mais tous dans la même optique, c'est d'étudier le flux des matériaux dans le secteur de la construction avec un point de vue particulier sur donc le réemploi des matériaux. Donc aujourd'hui, on est presque 30, comme vous voyez ici sur la photo, où on pose tous sur un stock de dalles de marbre de réemploi au bureau chez Rotor. Donc on a plusieurs domaines d'activité. Sur le sujet. Donc, d'une part, on effectue des recherches et des publications, donc en lien avec le réemploi et sa mise en pratique, mais aussi de façon plus large sur l'économie circulaire et sur le développement durable dans le secteur de la construction. Par ailleurs, on organise aussi des expositions, des conférences, et certains de mes collègues donnent aussi des cours sur le sujet. Toute cette connaissance acquise nous a permis d'ouvrir aussi des services d'aide à la maîtrise d'ouvrage pour des maîtres d'ouvrage publics et privés, donc c'est-à-dire de conseiller sur un bâtiment, le potentiel d'un bâtiment en termes de maintien ou en termes de récupération des matériaux, mais aussi sur l'intégration de matériaux de réemploi dans un nouveau projet, que ce soit un projet de rénovation ou un projet de construction neuve. Et puis, par ailleurs, on effectue aussi des petits projets d'aménagement d'intérieur où le réemploi des matériaux est mis en avant. En 2016, la spin-off Rotor des constructions a vu le jour. Donc, quand on parle de Rotor, on parle de Rotor la SBL, donc les 4 domaines d'activité que je vous ai décrits, et Rotor des constructions, mais on travaille tous au même endroit à Anderlecht. Et donc, Rotor des constructions se base principalement sur des chantiers de déconstruction. Donc, ils récupèrent des matériaux sur certains chantiers, ils les préparent en vue du réemploi, c'est-à-dire nettoyer les matériaux, les conditionner, et puis on a un service de vente, vente en ligne et vente en magasin chez Rotor. Par ailleurs, maintenant, Rotor s'est ouvert à la vente dépôt pour les particuliers et les entrepreneurs, et on a aussi des services, par exemple, de nettoyage de carrelage céramique, pour justement optimiser le temps passé à ce nettoyage-là. Donc voilà pour Rotor. On va essayer d'avoir une présentation qui est assez compacte. Donc on va d'abord introduire le sujet. Qu'est-ce que le réemploi et qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les bénéfices d'utiliser des matériaux de réemploi? Où pouvoir sourcer les matériaux? Et puis ensuite migrer vers quelques exemples inspirants. Enfin, on a déjà vu le projet d'Harold qui est très très chouette par ailleurs, que je ne connaissais pas bien dans les détails. Donc, on va voir quelques projets inspirants et puis on va donner quelques références pour ceux qui sont un peu curieux et qui veulent aller voir un peu plus loin. Donc, je vais laisser la parole à Gaspard maintenant avec la première partie. Voilà, alors j'espère qu'on m'entend bien. Souvent, pour introduire le réemploi, on parle d'abord d'une distinction avec le recyclage. Là où le réemploi est encore une pratique très marginale dans le secteur de la construction, par contre, le recyclage est quand même assez courant et commun. Donc souvent, aujourd'hui, quand on démolit un bâtiment, il y a d'abord une phase de stripping où on va enlever toutes les finitions intérieures, qu'elles soient en bois, en métal, en plastique. Ensuite, on a la structure qui est en général inerte, en béton ou en maçonnerie, qui est démolie et puis qui est ensuite amenée vers des centres de recyclage où ces éléments inertes, cette structure est concassée en gravats. Ça se fait très couramment, à peu près, on évalue qu'environ 90% du béton issu des démolitions est recyclé. Maintenant, ce qu'on va avoir comme produit à la fin de ce processus de recyclage, c'est un granulat mixte qui a en fait une valeur monétaire très très faible, donc c'est quasiment 0 € la tonne. Il y a tellement d'offres de ce matériau par
par rapport aux demandes, que sa valeur économique est très faible. Donc, on l'utilise principalement pour faire des routes. Et là où on fait la différence avec le réemploi, c'est que ici, en fait, c'était des éléments qui avaient une valeur économique et matérielle et culturelle. Donc, par exemple, des éléments de carrelage, des briques, des éléments en pierre qui ont une valeur importante, qui en fait sont réduits à un élément qui a peu de valeur. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt l'étape avant, de conserver ces éléments dans leur intégrité. On va vous montrer une série de slides maintenant, rapidement, qui montre un exemple de réemploi, comme on en a vu d'ailleurs dans le projet de Harold, où ici on a des carrelages qui sont démontés soigneusement sur un chantier. Je ne sais plus exactement quel chantier il s'agit, mais c'est un de nos chantiers. On utilise ces cagettes de légumes pour les stocker dans un premier temps. Donc là, on voit qu'il y a encore une couche de mortier sur ces carrelages. Ensuite, on va les amener chez Rotor d'essai, où là, on a mis au point un petit système de nettoyage où on trempe ces carrelages dans un bain acide. Disons que c'est une espèce d'eau vinaigrée où ils vont reposer et ça va permettre de dissoudre le mortier qui s'y trouve. Ensuite, avec un petit passage au Karcher, on a des carrelages qui sont quasi comme neufs. Tu peux passer à la suivante, Sophie, où on peut en fait retrouver aussi des indications sur ces carrelages. Par exemple, à l'arrière, souvent, on a les indications du fabricant, ce qui nous permet aussi de parfois retrouver des éléments techniques, des brochures techniques. Tu peux passer la slide suivante. Oui, pardon. Voilà. Donc, par exemple, ici, voilà, c'est des carrelages Serabati, et donc on a retrouvé toutes des documentations sur ces carrelages. Et enfin, ces carrelages peuvent être réintégrés dans un nouveau projet. Donc ici, c'est un projet de logement, je ne sais pas si c'est sociaux, mais en tout cas, c'est un projet public de logement où ils sont réintégrés dans le hall d'entrée. Tivoli, oui. Oui, c'est ça, c'est le projet Tivoli. Alors, une autre distinction qu'on fait, et je pense que Harold l'a bien fait dans sa présentation, c'est la question du réemploi vis-à-vis de la préservation. Donc, ce qu'on va appeler le réemploi, c'est vraiment qu'on a une logique de flux de matériaux. Donc, des matériaux vont bouger, vont être démontés et puis réinstallés. Là où il y a une pratique assez ancienne. Ici, on a par exemple un exemple du théâtre Marcellus à Rome, je pense au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est ensuite devenu au XVIIIe siècle un palais de riches familles, où là en fait on maintient des structures, exactement comme dans le projet de Harold. À droite, vous avez un autre projet qui est une tour au centre de Bruxelles qui est complètement rénovée. Qui est en train d'être complètement rénové. C'est un projet où on est assistant à la maîtrise d'ouvrage et aux architectes. Et là, on a plusieurs stratégies. Une stratégie, c'est de maintenir au maximum la structure existante. Actuellement, il y a à peu près 86% de l'existant qui est maintenu. Et ensuite, une deuxième stratégie, c'est d'y intégrer des matériaux de réemploi ou de récupérer des matériaux qui étaient dans le bâtiment pour les faire rejoindre des filières de réemploi. Pourquoi on insiste sur ces distinctions? C'est parce qu'on commence à avoir des projets qui adoptent ces différentes approches, mais parfois ces différentes approches sont mélangées. Et donc, il y a parfois certains bilans des projets qui confondent ça et qui, par exemple, annoncent des chiffres de réemploi extrêmement importants, comme par exemple 90% de réemploi sur ce projet. Qui en fait, là-dedans, il calcule à la fois le réemploi et à la fois le maintien de l'existant. Et le maintien de l'existant, souvent, c'est des structures qui sont très lourdes. Et donc, si on calcule par exemple en tonnes, conserver la structure et les fondations d'un bâtiment, ça va représenter beaucoup de tonnes dans le projet. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres importants. Donc, pour nous, c'est tout à fait la première chose à faire, c'est essayer de maintenir les bâtiments existants et de ne pas les démolir. Maintenant, on pense que c'est intéressant de bien faire les distinctions entre différentes approches et qu'est-ce que ça implique. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici de cette petite liste, mais peut-être pour revenir sur la distinction avec le recyclage,
une des grosses différences, c'est que le recyclage, c'est un travail plutôt industriel avec des installations assez lourdes, là où le réemploi, c'est plutôt un travail artisanal avec des petites installations, avec un emploi assez local. Et encore une fois, le recyclage est très courant, là où le réemploi est pour le moment très, très marginal. Alors le réemploi, c'est une pratique très ancienne. On n'est pas en train d'inventer, de réinventer la roue. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, la Rome antique est pleine d'exemples de réutilisation d'éléments de bâtiments dans d'autres bâtiments. Alors, on a eu l'occasion de faire des petites recherches pour Bruxelles, un peu plus proche que la Rome antique. Et ici, on a une situation en 1778 où l'ancien palais de Coudenberg a subi un incendie, et donc les pouvoirs publics décident de le démolir. Alors là, comment ça se passe? On voit apparaître dans la ville des affiches qui annoncent la vente publique en fait, des matériaux qui constituent ces bâtiments, et des particuliers ou des entrepreneurs vont pouvoir remettre des offres pour racheter ces matériaux. Donc là où aujourd'hui, on paye un démolisseur pour qu'il démolisse et évacue les déchets d'un bâtiment, ici, c'était les entrepreneurs qui payaient pour avoir accès à ces matériaux. Tu peux passer la slide suivante. À peu près 100 ans plus tard, on est à Paris. C'est vraiment le moment où Haussmann transforme tout le cœur de Paris. Et là, on a des figures d'entrepreneurs, démolisseurs, revendeurs qui apparaissent, comme par exemple c'est Achille Picard qui a pignon sur rue et qui a récupéré par exemple ce fronton du Palais des Tuileries, où il a réalisé la démolition très rapide, parce qu'il avait vraiment une équipe très organisée, et donc il remportait à peu près toutes les ventes publiques parce qu'il avait une équipe assez impressionnante. Si tu passes encore la slide, Sophie. Voilà. Ici, on est encore 100 ans plus tard, aux États-Unis, à St. Louis. On a cet exemple fameux d'un ensemble de logements sociaux qui est démoli à la dynamite quelques années seulement après sa construction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 200 ans pour qu'on passe d'une pratique où des entrepreneurs payent pour récupérer des matériaux à une pratique où on démolit des bâtiments tout neufs? Tu peux passer la slide aussi. Un élément de réponse, c'est les techniques de démolition. Donc, on a entre autres la dynamite, mais aussi des différentes pelleteuses, la boule de démolition, le marteau-piqueur pneumatique qui apparaissent, qui permettent d'être beaucoup plus rapides. La rapidité aussi, une question. En fait, il y a la question du foncier, l'importance du prix du foncier qui devient de plus en plus important, et donc il faut réaliser les travaux très rapidement pour ne pas perdre par exemple les revenus locatifs. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et ensuite, le coût de la main-d'œuvre augmente pendant ces 200 ans, et donc en fait ça devient beaucoup plus cher de payer les ouvriers qui vont démonter soigneusement des éléments plutôt qu'un ouvrier qui manie une pelleteuse mécanique et qui détruit rapidement. Aujourd'hui, c'est une thématique qui revient au goût du jour, le réemploi, précisément dans une logique de crise climatique et de gestion plus parcimonieuse des ressources. Et donc, il y a différents documents à l'échelle européenne, à l'échelle bruxelloise, à l'échelle belge, qui mettent en avant ces pratiques. Et donc, c'est différents documents sur lesquels on peut s'appuyer aussi pour justifier, par exemple, dans un marché public, l'usage du réemploi. Alors maintenant, je vais vous parler des bénéfices du réemploi. Donc le premier, c'est réduire l'impact environnemental de la construction. Ce petit graphe, il montre quelles sont les économies faites en matière d'impact environnemental lorsqu'on réutilise des matériaux. Donc vous avez ici l'économie ou la chaîne linéaire de vie d'un matériau qui va de l'extraction de la matière première jusqu'au traitement des déchets.
Mais quand on va réutiliser un matériau, il ne va pas passer par la case traitement des déchets. Donc, après la démolition, ou en l'occurrence ici la déconstruction, on va directement pouvoir aller le remettre en circulation. Et donc, on voit que via cette réutilisation, on va faire l'impasse du premier traitement des déchets, de l'extraction de matières premières et de la production pour sa deuxième vie. Ce sont des phases qui sont très impactantes d'un point de vue environnemental. Évidemment, en bout de course, on aura ce traitement des déchets, mais ça permet d'éviter de l'avoir déjà une première fois. Et donc, on va essayer d'éviter que ces matériaux passent par la case déchets, mais restent dans la case produits pour être réutilisés au sein d'une nouvelle chaîne. Ici, par exemple, c'est un exemple qui montre, pour une maison typique anglaise, le fait d'utiliser des briques de réemploi pour le parement en façade permet d'économiser directement 25 000 kg de CO2. C'est pour ça qu'on dit quick win, une économie qui est directe au point de vue des émissions carbone. Au point de vue d'analyse du cycle de vie, il y a plusieurs études qui ont été faites avec plusieurs procédés différents qui permettent de comparer l'impact de plusieurs matériaux en comparant le matériau neuf ou le matériau de réemploi. Ici, en l'occurrence, par exemple, c'est 1 mètre carré de mur en briques. Quand on voit l'impact d'1 mètre carré de mur en briques de réemploi au stade de la production, il est presque équivalent à 1/3 de l'impact de ce même mur, mais fait avec des briques neuves. De la même manière, par exemple, pour du carrelage, mais ici, on a pris l'analyse du cycle de vie complet. On voit l'impact du matériau du carrelage à droite de réemploi par rapport à un carrelage neuf. Alors, il y a plein de critères différents. Il n'y a pas que les émissions de CO2, mais il y a aussi l'impact planétaire sur les émissions de gaz, sur même le traitement des déchets pris en compte. Donc, c'est des analyses globales qui sont faites. Si on passe maintenant, par exemple, à l'acier, on voit que l'acier, c'est un des candidats où on essaye, d'un point de vue environnemental, le plus impactant. Donc, quand on voit à droite, la production d'acier neuf est très, très impactant, d'où l'intérêt d'utiliser un maximum d'acier de réemploi. À ne pas oublier, dans l'équation, c'est l'impact du transport. Pourquoi? Parce que réutiliser, c'est bien, mais si je veux réutiliser un matériau qui vient de l'autre côté de la planète, le gain que je vais économiser par l'utilisation du matériau de réemploi, le gain environnemental, va être perdu de par les émissions de carbone qui vont être émises par justement ce transport qui vient de loin. Et donc, il y a différents tableaux qui existent aussi et qui permettent de voir à partir de combien de temps, à partir de combien de kilomètres un matériau peut être utilisé, enfin, peut être sourcé de réemploi pour qu'il reste encore environnementalement intéressant. Par exemple, ici, quand on regarde une brique, au-delà de 400 km, acheter une brique de réemploi qui vient d'Asie ne sera pas intéressant d'un point de vue environnemental. Donc, c'est mieux de rester local. Mais quand on compare, par exemple, à l'acier ou l'aluminium, là, on voit qu'on peut aller très loin jusqu'à ce que cet impact ne soit plus intéressant. Alors. Donc, outre la pression sur l'environnement, le réemploi permet de développer justement toute une économie parallèle. Donc, plutôt une économie locale qui va se baser sur des savoir-faire. Donc, on va voir apparaître des métiers ou réapparaître des métiers qui sont plus en relation avec la matière. Donc, ici, on voit différents artisans plus ou moins qualifiés qui travaillent sur les matériaux qui ont été démontés. Mais on va pouvoir voir aussi apparaître des experts, par exemple des experts réemploi. Rotor aujourd'hui est connu pour ça à Bruxelles, mais il y a de plus en plus d'autres organisations qui se spécialisent dans le domaine et qui acquièrent des compétences pour justement voir quel est le potentiel de bâtiments ou comment intégrer des matériaux de réemploi dans leurs projets. Donc cet exemple-ci permet de montrer que tout en bas, aujourd'hui, on aurait tendance, enfin, dans une économie normale, je dirais capitaliste, à engager une personne et un bulldozer pour aller démonter un faux plafond qui est voué à disparaître. À contrario, on va essayer de privilégier le démontage de ce faux plafond qui va permettre de mettre à l'emploi 4 personnes qui vont travailler dans des meilleures conditions
et va permettre de remettre en circulation la matière, qui est ce faux plafond, en fait, qui vient de l'ancienne Générale de Banque, un faux plafond millefeuille, aussi un élément métallique qui a une valeur économique. Donc, on met des personnes à l'emploi, on récupère de la matière donc, qui est bien d'un point de vue environnement, et on peut faire du profit sur cette base-là également. Le troisième point, c'est l'idée de préserver la culture embarquée, donc des matériaux et des bâtiments. Tous ces matériaux ont eu une histoire, ils ont vécu. Donc, c'est l'idée de, quand on doit démonter ou démolir un bâtiment, de récupérer un maximum de ce qui peut l'être pour garder ce bout d'histoire. Dans cet exemple-ci, c'est un bâtiment de l'Université de Liège. Donc, ce bâtiment devait être rénové énergétiquement. Donc, le commanditaire a pris le parti d'isoler par l'extérieur. Donc, à l'origine, le bâtiment en fait, est fait de béton. Donc, il s'agissait d'une façade en béton qui a été coffrée avec du bois. Donc, les veines du bois étaient visibles dans le béton et donnaient vraiment un caractère assez fort. Et donc, l'idée de choisir du bois faisait écho aussi à ce bâtiment qui existait. Donc ça, c'était une première raison. Une autre raison d'utiliser du bois de réemploi, c'est que le bâtiment a été construit, je pense, dans les années 70. Donc, il a vécu. Il a eu pas mal de marques du temps qui passe. Et l'idée d'utiliser du bois de réemploi, qui est déjà patiné, fait écho au bâtiment et permet d'avoir une rénovation qui se fasse de façon harmonieuse. Plutôt que d'aller utiliser des matériaux qui sont tout neufs, tout blinquants et qui vont un peu jurer avec le bâtiment existant, on va essayer de vraiment travailler dans un ensemble. Et de plus, travailler avec du bois plutôt qu'un enduit surisolant, d'un point de vue environnemental, est bien meilleur à ce niveau-là. Ici, la photo de gauche, par exemple, il s'agit d'un revendeur de matériaux anciens. Donc, c'était une entreprise qui était fondée par Marcel Reimakers. Et donc, il a collecté toute une série d'antiquités architecturales, de pièces de patrimoine belge et même d'ailleurs. Et donc là, on va vraiment sur du réemploi qui est beaucoup plutôt ornemental et très connoté, donc d'un point de vue historique. À côté de ça, on voit un carrelage flammé, qui est plus un élément ordinaire du quotidien. Ce type de carrelage aujourd'hui n'est plus fabriqué, mais on le trouve encore beaucoup dans pas mal de bâtiments en Belgique. Donc, l'idée de réemployer ces matériaux permet de garder l'histoire, ce matériau, en circulation et en vie. Sinon, il disparaîtrait également. Voilà encore un exemple, par exemple l'hôtel de ville d'Anvers, qui devait être réaffecté, où on a les boiseries qui ont été récupérées, donc tout un travail d'artisan assez important, plutôt que de le mettre à la poubelle. C'est l'idée de le récupérer pour pouvoir le revendre. Et à côté, on voit d'autres matériaux donc de la Générale de Banque, aussi des boiseries, mais qui, elles, ont été réutilisées pour pouvoir être transformées et en faire des objets, une table et des chaises, ouais, des objets d'aménagement intérieur qui ont trouvé une nouvelle vie dans le nouveau centre culturel, enfin le nouveau, plus si nouveau, centre culturel de Baumel à côté de Namur. Donc là, on avait vraiment des matériaux. Donc la Générale de Banque, là, on a vu le plafond en millefeuille. On avait toute une série de matériaux qui étaient très nobles. Et donc, plutôt que jeter ces matériaux nobles, c'est les réutiliser et pouvoir leur donner vraiment une seconde vie. Là, on va passer à la troisième partie. Oui, alors maintenant, je vais vous parler de où on peut trouver des matériaux de réemploi. La question a un peu été posée et a été abordée dans le projet Verbist, où en fait, on voit déjà deux possibilités dans le projet Verbist. Une possibilité, c'est ici le petit point 2, c'est le réemploi sur site. Donc, par exemple, les tuiles de la toiture du projet de Harold ont été réemployées sur site, c'est une option. L'autre option qu'on voit dans le projet, c'est le réemploi de chantier à chantier, où là, le bureau d'architecture Agua a pu profiter de ces autres chantiers pour sourcer des matériaux de réemploi. Et ensuite, la troisième source, celle des fournisseurs professionnels. Ça, c'est une source qu'on essaye de mettre en avant. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais donc, il existe en fait beaucoup de fournisseurs professionnels de matériaux de réemploi en Belgique, en Hollande, en France aussi, en Angleterre aussi. On est en train de les découvrir. L'avantage des revendeurs professionnels, c'est qu'ils offrent toute une série de services
qui du coup ne doivent pas être pris en charge sur le chantier ou en amont, comme par exemple le nettoyage des éléments. On a montré l'exemple des carrelages. Voilà, ici, Rotor DC nettoie des carrelages. C'est quelque chose qui ne doit plus être fait par les personnes qui achètent ces éléments. Donc, il y a différents types de services, inspection, nettoyage, documentation. Ensuite, ces revendeurs connaissent très bien leurs produits, donc peuvent vous donner des conseils. Parfois, ils donnent même certaines garanties sur certains matériaux, on va en parler. Et ensuite, comme on a dit, c'est une économie locale à faible impact environnemental, donc ça, c'est intéressant. Là où il reste encore du travail à faire, c'est que pour le moment, ces revendeurs ne couvrent pas tous les matériaux. Donc, on va le voir tout de suite. Tu peux passer la slide. En fait, c'est quelque chose, c'est un projet qui s'appelle Opalis, que Rotor mène depuis 2010, qui a été de se dire, en fait, nous, on a envie de s'intéresser aux matériaux de réemploi. En fait, peut-être qu'il existe déjà des revendeurs qui font ça. Et donc, on a été à la rencontre de toutes ces entreprises pour se rendre compte de ce qu'ils font. Et on a inventorisé tous ces revendeurs sur une plateforme Internet qui s'appelle Opalis, opalis.eu, où vous pouvez avoir accès à vraiment cet annuaire de tous les revendeurs. Ici, on a un exemple d'une petite fiche d'un fournisseur. Ici, c'est un fournisseur de pavés. Donc, vous pouvez chercher soit par fournisseur, en fonction de la région où vous vous trouvez, soit par type de matériaux. Et ensuite, il y a des exemples de projets qui ont déjà été réalisés, dont on va parler plus tard. Et donc là, vous avez justement un peu le panel des matériaux qu'on retrouve couramment chez ces revendeurs. Donc, on a quand même une grande quantité de matériaux anciens, type des pierres, des briques, du bois, des tuiles, des matériaux traditionnels. Mais on commence aussi à avoir des matériaux plus contemporains, comme des vitrages, des éléments techniques, des radiateurs, des partitions intérieures, même des structures. Maintenant, on va passer quelques exemples de ces revendeurs. Ici, c'est Frank qui est un revendeur spécialisé dans la brique, donc il ne fait que des briques. Et il a vraiment un service et un très très grand stock. Donc il peut presque, lui vous livre des briques de réemploi à peu près comme vous commanderiez des briques neuves. Elles sont sur palettes, elles sont filmées, elles sont nettoyées, bien rangées. Il dit qu'il livre à peu près l'équivalent d'une petite villa par jour en briques de réemploi. Donc c'est vraiment un très grand revendeur. Le deuxième ici, c'est un exemple de revendeur qui récupère des radiateurs en fonte, qui sont un élément assez pérenne dans le temps et qui en fait les remet complètement à neuf. Souvent, il décape la peinture, il les repeint et il les fait même retester, donc il fait des tests de pression. Et lui, par exemple, peut garantir l'étanchéité des radiateurs sur entre 5 et 15 ans. Donc lui, il peut vous donner des garanties. Tu peux passer au suivant. Ça, c'est un exemple d'un revendeur qui vend des châssis. Alors, c'est des châssis qui souvent sont en fait assez récents, qui parfois sont des erreurs de dimensionnement, mais aussi parfois sont vraiment juste des bâtiments très récents qui sont déjà démolis. Et donc, c'est du double vitrage qui peut correspondre aux questions d'isolation actuelles. Lui, il a tout son site, tout son stock est sur son site internet, donc vous pouvez consulter tout son stock. C'est suivant. Un grand classique du réemploi, ce sont les pavés en pierre. Donc ça, il y a plusieurs grands revendeurs qui ont aussi des stocks assez impressionnants. On voit de plus en plus des places publiques qui sont réalisées avec des pavés de réemploi. Tu peux passer. Ici, c'est des revendeurs. Il y en a pas mal en Hollande qui revendent des structures entières, structures métalliques, donc qui sont démontées soigneusement et qui sont stockées. Donc, vous pouvez acheter un hangar de réemploi. Tu peux passer. Ici, c'est un revendeur spécialisé dans le bois.
qui fait des parquets, des planchers et tout type de bois. Souvent, un des services qu'il fait, c'est en fait travailler à partir d'anciennes poutres qui redébitent pour en faire des planches. Ensuite, un autre profil qu'on retrouve beaucoup, c'est le profil de l'antiquaire, où là, on a tous des éléments de décoration anciens qui ont une valeur patrimoniale intéressante. Ça, c'est vraiment aussi un profil de revendeur qu'on retrouve beaucoup. Donc, la deuxième source, mais comme on l'a vu dans le projet de Harold, c'est ce réemploi sur site. Alors, ça demande, comme on l'a vu aussi, d'avoir des opérations, par exemple de nettoyage ou de réparation, qui se font sur site. Et donc, ça demande de bien planifier ça, de planifier le stockage. Ici, vous voyez sur les photos en dessous du slide un exemple d'une récupération de poutres en lamelé collé à Gand, où les architectes ont prescrit la dépose soigneuse de ces poutres, qui ont ensuite été réutilisées pour faire un auvent extérieur en intérieur du lot. Le grand avantage de cette source, c'est que les matériaux sont déjà là. Donc, comme disait Harold, ils sont là, on ne va pas en racheter d'autres, on les a déjà. Mais ça demande un peu de logistique. Et souvent, ce qu'on fait, nous, dans une des activités de Rotor, c'est faire des inventaires des bâtiments, des inventaires pour le réemploi, pour essayer de savoir dans un bâtiment, d'essayer de juger quels matériaux ont un potentiel important de réemploi. Et enfin, la troisième option, tu peux passer le slide, donc le réemploi de chantier à chantier. Mais là, comme on l'a vu aussi avec le projet d'Harold, c'est intéressant parce qu'on va minimiser les transports et les stockages. On va essayer de faire concorder deux chantiers en même temps. Donc, il y a un besoin quelque part, il y a une offre dans un autre chantier. Et là aussi, donc, ça demande beaucoup de travail d'organisation pour bien gérer ces questions. Tu peux passer au suivant. Maintenant, on va vous montrer quelques exemples qui se trouvent d'ailleurs sur le site Opalis aussi. On essaie de documenter des projets d'architecture comme le projet d'Harold qui ont mis en œuvre des matériaux de réemploi. Ici, c'est une maison bruxelloise. C'est les architectes Mammouth et Oxo qui ont transformé cette maison, principalement en créant un nouvel escalier au milieu de la maison. Et plutôt que de mettre un nouveau revêtement de sol, ils ont décidé de mettre du parquet de réemploi qui venait faire écho avec les matériaux déjà présents dans la maison. C'est un assez bel exemple de parquet de réemploi. Tu peux passer à la suivante. Ouais, ici, c'est un café, je pense que c'est à Gand, je ne sais plus si c'est à Gand ou à Anvers, qui a utilisé quelques éléments de réemploi. Le comptoir est fait avec des anciens caches-radiateurs en bois. Et le plan de travail du comptoir est fait en fait avec des morceaux de verre qui ont été coulés dans une petite dalle. Et en fait, ces morceaux de verre, c'est Rotor DC qui les vendait, mais quand on voit le morceau de verre tel quel, on ne comprend pas d'où il vient. Et donc, c'est la recherche historique qu'il y a derrière ce matériau et la petite fiche qui accompagnait l'élément qui a permis de savoir que ce matériau originellement était fait pour être incrusté dans du béton. Et donc, a donné l'idée aux concepteurs de projet de pouvoir les réintégrer et d'en faire un petit bijou de mobilier à ce niveau-ci. Et juste au-dessus du comptoir, on voit 3 éléments de panneaux acoustiques qui ont été placés juste au-dessus. Ici, c'est un projet justement où on voit des briques de réemploi. Je ne sais pas si elles viennent de chez Frank, mais il y a beaucoup de chance. C'est un projet qui montre qu'il y a moyen de faire vraiment une architecture contemporaine avec ce type de matériaux, là où souvent on peut penser que c'est pour faire plutôt des petites villas ou des fermettes. Ici, on a une architecture assez contemporaine avec des matériaux de réemploi. Alors ici, c'est un autre bureau d'architecture bruxellois qui a rénové, qui a acheté et rénové ses bureaux, et donc ils ont intégré 80% d'éléments de réemploi dans le projet. Et donc, comme c'est un bureau d'architecte, ils ont pu aussi collecter pas mal de matériaux sur leur propre chantier.
Donc, par exemple, ici, dans le couloir, la photo de droite, on voit, donc c'est un grand mobilier qui a été fait sur base de plusieurs cuisines qui ont été démontées dans plusieurs chantiers. Et donc, ils ont collecté l'ensemble de tous les meubles, ils ont fait un patchwork, et les vides ont été comblés par du mobilier sur mesure. Et donc, ce grand meuble fait aussi cloison entre le couloir, l'espace cuisine, l'espace vestiaire, etc. Et à droite, on peut voir qu'ils ont aussi pu trouver des volets en bois sur d'autres chantiers. Donc, ils ont retourné les volets et ils en ont fait tout un habillage de murs intérieurs. Je t'entends plus, moi, Sophie. Ah, bah, je suis là. Ok, moi je suis là. C'est ma connexion qui bug un peu, je pense. Donc ici, c'est un projet en Angleterre, à Cambridge, où les architectes ont fait appel à un vendeur français spécialisé dans le bois, qui ici a fourni un bardage extérieur en bois. C'est des résidences d'étudiants sur un site où il y avait différents bâtiments existants, aussi un peu le type de bâtiment dont Sophie a parlé, ce projet à Liège avec des bâtiments brutalistes, avec du béton banché, où on voyait les traces de bois. Donc ici aussi, ça a été un choix esthétique et aussi environnemental de faire appel à ce bardage de réemploi. Ici, c'est un projet assez intéressant où le réemploi est un peu arrivé en bout de course. Ce n'était pas prévu dès le début. Et en fait, c'est l'artiste. Dans les bâtiments publics, il y a souvent un pourcentage, 1% du budget qui est donné à une œuvre artistique. Ici, l'artiste a voulu utiliser des briques de réemploi pour la façade de ce bâtiment. Mais comme ça arrivait tard dans le projet, les ingénieurs ont dit non, ça va pas le faire au niveau stabilité. Nous, on ne veut pas refaire tous nos calculs. Par contre, ils se sont rendus compte que s'ils mettaient une brique sur 4 ou une brique sur 5 en réemploi, ça n'allait rien changer à leur calcul. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que cet artiste a proposé, c'est d'essayer de dispatcher des briques de réemploi dans ce mur, principalement fait de briques neuves. Et donc, là, ça n'a pas posé de question de stabilité particulière. Et enfin, le dernier petit projet, c'est un projet qu'on a développé en interne chez Rotor. C'était l'idée, il fallait faire un pavillon de toilettes pour les scouts de Dieterbeek. Et donc, l'idée, c'était de faire un maximum de réemploi sur ce projet, mais de façon cohérente. C'est-à-dire qu'on pourrait faire 100% de réemploi, mais ce serait économiquement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas demander à l'entrepreneur d'aller faire 10 marchands de matériaux différents. Et nous, on ne voulait pas passer non plus trop de temps à sourcer ces matériaux. Donc, on s'est concentré sur plusieurs revendeurs, mais qui offraient un choix de matériaux qui était assez varié. Et donc, on a pu se développer ce projet où la façade extérieure, donc les briques viennent de chez Franck. On a plusieurs matériaux qui viennent d'un revendeur où, en fait, en ligne, il propose ses matériaux en ligne. Donc, c'est facile pour un architecte d'aller choisir les matériaux en ligne et puis une fois d'aller voir sur place. Pourquoi ? Parce que les dimensions y sont, le prix y est. Pour la toiture, par exemple, les tuiles viennent d'un chantier bruxellois qui avait trop de tuiles. Il leur restait un stock de tuiles et donc la surface correspondait presque tout à fait à la surface qu'on avait besoin ici sur le projet. Donc, il a suffi d'avoir juste la référence de la tuile pour aller acheter les quelques tuiles manquantes à ce niveau-ci. Et puis enfin, il y a un revendeur qui n'est pas vraiment un revendeur de réemploi, mais il y a un des revendeurs qui est spécialisé dans tout ce qui est fin de chantier ou matériaux qui ont un petit défaut et qui sont refusés par les fournisseurs de matériaux traditionnels. Et donc, plutôt que d'aller acheter des matériaux neufs parce qu'ils ne sont pas disponibles sur le marché du réemploi, on s'est tourné vers ce revendeur-là en particulier pour certains éléments. Par exemple, l'isolation de toiture, pour les blocs béton, de cloison intérieure, etc. Et puis l'intérieur, on a utilisé plusieurs éléments qui proviennent de chez Rotor DC, par exemple le carrelage, les sanitaires et quelques luminaires. Donc, ce projet est visible depuis l'extérieur et n'est pas très loin de Bruxelles s'il y en a qui sont curieux. Par exemple, pour les menuiseries, à ce niveau-ci, on a aussi
eu recours à tous des éléments de réemploi qui étaient tous dans des couleurs différentes, mais le simple fait de les avoir tous mis dans une même couleur a permis aussi d'unifier cette façade. Voilà pour les exemples. Donc, pour aller plus loin rapidement, mais ça, on en a déjà parlé plus haut, hein, mais donc, si vous avez, vous, un projet de rénovation ou de construction, quels sont les principes à adopter? Donc, c'est ce qu'on a déjà dit, donc maintenir un maximum de ce qui est existant, donc essayer de démolir le moins possible. Si on doit évacuer des matériaux, essayer de les remettre sur le marché du réemploi, soit de les donner, soit de les revendre, via les revendeurs Opalis, on peut tout à fait les contacter si ils peuvent être intéressés à la reprise de certains matériaux. Et faire en sorte aussi que les matériaux non réutilisables suivent les filières plus hautes sur l'échelle de l'ANSING, c'est-à-dire on parle d'abord de préservation, de réemploi, de recyclage, et puis après le recyclage vient tout ce qui est incinération et enfouissement des déchets. Donc, adopter cette attitude-là. Et puis quand on a des travaux de construction, de rénovation, de maximiser l'utilisation de matériaux de réemploi. Et si on ne peut pas utiliser des matériaux de réemploi, des matériaux qui ont une énergie grise beaucoup plus faible, comme on parlait des blocs de chaux chanvre, de l'enduit à l'argile, par exemple. Et un élément important, mais qu'on ne va pas aborder ce soir, c'est veiller à ce que le projet évolue dans le temps, donc on puisse démonter facilement ce qui va être monté et imaginer des projets qui peuvent être adaptables de par leur fonction. Ici, juste pour montrer, donc, le CDR Construction a développé un outil qui permet en fait d'identifier de façon plus ou moins facile les matériaux potentiellement réutilisables dans une maison. Ici, c'est la typologie d'une maison bruxelloise. Mais en fait, à travers ce site, qui est matériothèque.brussels, vous pouvez naviguer dans le site et aller voir quels sont les matériaux qui auraient un intérêt de réemploi chez vous. Donc, en cliquant, par exemple, sur un élément, le carrelage, j'ai une fiche carrelage qui va me permettre de voir déjà, de se poser les bonnes questions. Est-ce que mon matériau il est en bon état? S'il n'est pas en bon état, à quoi je dois faire attention? Comment l'entretenir? Parce qu'avant d'enlever un matériau, on va essayer de bien l'entretenir. Et puis après, pour certains matériaux, comme ici, par exemple, le carrelage, il y a toutes les techniques de comment déconstruire ce matériau. Quelle est la technique? Si je veux récupérer mon matériau, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je dois passer? Et puis enfin, il y a quelques contacts et quelques ressources intéressantes pour savoir si je dois évacuer mon matériau ou est-ce que je peux l'évacuer, etc. Donc, c'est un projet qui est assez bruxellois, donc les références sont très bruxelloises, mais ça permet de voir pour n'importe quel bâtiment des informations sur ces matériaux en particulier. Pour aller un peu plus loin, un autre document qui fait la même chose, mais de façon plus professionnelle, qui va vraiment dans les détails, je dirais, c'est le guide pour l'identification du potentiel des matériaux de réemploi dans un projet. Donc, on a des collègues qui travaillent encore aujourd'hui sur un gros projet européen qui permet de développer, d'étudier encore plus le secteur du réemploi et permet d'aller étendre au-delà de la Belgique l'utilisation de matériaux de réemploi. Et donc, ce guide est accessible à tout le monde et est une mine d'informations par rapport à ça. Et à côté de ça, un petit document, mais qui est plus pour les professionnels dans les bâtiments publics, mais qui donne aussi des informations intéressantes, c'est sur comment extraire les matériaux réutilisables dans les bâtiments publics et qui donne aussi toute une ligne directrice si on veut donner les matériaux ou les revendre, comment faire. Voilà. Et enfin, sur le site d'Opalis, il y a aussi toute une section de documentation qui fait référence à une série de liens utiles que vous pouvez aller consulter, qui vous donneront d'autres infos. C'est très sommaire, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Voilà, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à dire, effectivement, qu'il y a des tas d'applications possibles, etc. De toute façon, ces documents, on va vous les rendre accessibles, donc vous pourrez le télécharger, aller voir justement tous les liens qui ont été communiqués. Mais je propose peut-être ici de terminer. Il y a peut-être quelques questions qui sont dans l'air, Dimitri, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Mais donc, première question, on l'a déjà un petit peu abordé dans la visite d'avant, mais est-ce que c'est économiquement plus intéressant d'utiliser des matériaux de réutilisation, de réemploi pour son projet?
Vas-y, Gaspard. Ben, souvent, quand on nous pose cette question, en fait, on répond que c'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu aussi ce que Harold a dit. Ça dépend vraiment en fait aussi du type de matériaux. Mais si on fait un peu une moyenne de tout ce qu'on voit, c'est ni plus cher ni moins cher. Par exemple, pour donner un exemple, les carrelages dont on a parlé, qui sont des carrelages, les carrelages flammés qui ne sont plus produits aujourd'hui, c'est aussi difficile de faire une comparaison de prix si on va acheter le carrelage le moins cher qu'on va trouver chez Brico. Ça va d'office être plus cher, le carrelage qu'on revend nettoyé. Par contre, pour la qualité qu'on a, c'est des carrelages qui sont très durs, qui sont très performants, qui vont être maintenus dans le temps pendant très longtemps. On a un produit qui est intéressant pour le prix qu'on a. Ensuite, on a certains matériaux chez Rotor qui sont bon marché par rapport à un équivalent neuf, là où on a d'autres qui le sont moins. Donc ça dépend vraiment, mais on ne peut pas dire que c'est toujours moins cher. Non, il ne faut pas s'attendre à ça. Et alors, par rapport justement à ces matériaux, qu'en est-il de la durabilité ou de la garantie de la durée de ces matériaux dans le temps? Qui porte la responsabilité en cas de détérioration, voilà, plus rapide que prévu du matériel qui aurait été posé? Mais on parle de matériaux de réemploi qui ont déjà vécu leur vie, on les récupère en bon état. Pourquoi est-ce qu'ils se détérioreraient beaucoup plus vite dans un nouveau bâtiment que dans le bâtiment précédent? S'ils sont mis en œuvre sous les mêmes conditions, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que si on utilise une brique qui n'a jamais, une brique qui a été cuite peut-être un peu moins bien, qui n'a jamais subi d'intempéries extérieures, etc., on ne va peut-être pas la conseiller de la mettre en façade extérieure. Mais utiliser le matériau dans sa même fonction, sous les mêmes conditions, il n'y aura pas de problème. Alors, c'est sûr que la question de la responsabilité vient souvent. Il y a des revendeurs qui prennent la responsabilité, comme par exemple Gaspard le disait avec les radiateurs, parce qu'il y en a qui font des tests, des check-ups, etc. Mais on parle sur une... On n'a pas de il y en a beaucoup qui ne vont pas marquer une responsabilité comme un matériau qui aurait été contrôlé, certifié, etc., etc. C'est sûr qu'il y a une partie d'aléatoire, mais comme je le dis, à usage égal, il n'y aurait pas de différence avec le matériau que dans sa première vie. Il y a même des matériaux qui, de toute manière, vont être bonifiés avec le temps. Par exemple, le barrelage en bois, si on sait qu'ils ont été exposés aux intempéries pendant 50, 100 ans avant d'être récupérés, en fait, ils vont montrer une stabilité bien plus importante qu'un bardage neuf qui, lui, va encore bouger, va devoir s'adapter à l'humidité extérieure et tout ça. Donc, il y a certains matériaux qui bonifient avec le temps. Alors, par rapport à l'approvisionnement, plusieurs personnes se demandent si, en tant que particulier, on peut venir se servir sur un chantier pour réutiliser les éléments chez soi sur son projet. Alors, on ne peut jamais voler. Donc, récupérer sur un chantier, ça dépend à qui est ouvert le chantier, évidemment. Enfin, si on voit qu'il y a un bâtiment qui est en train d'être démoli et qu'il n'y a aucune opération de sauvetage des matériaux qui est effectuée, enfin, je vous conseille vivement de contacter l'entrepreneur ou contacter directement le maître d'ouvrage pour voir ce qui est possible de faire. Mais aller se servir soi-même sur un chantier aujourd'hui, je ne vous le conseille pas. Est-ce qu'on peut vous contacter pour aller sur un chantier sur lequel vous travaillerez, pour aller directement aussi se servir sur place? Non, alors nous, on travaille, enfin Gaspard et moi, dans la SBL, donc au niveau de Rotor DC, ce sont mes collègues qui, eux, sont commissionnés par des personnes pour aller démonter des matériaux, mais ça se fait de façon professionnelle, indépendante. Enfin, il n'y a pas plusieurs personnes qui viennent en même temps avec eux récupérer les matériaux, quoi. Est-ce que des entrepreneurs vous contactent, ou contactent Rotor DC au moment d'envisager une déconstruction pour imaginer une récupération des matériaux? Vas-y Gaspard, comme ça je parle pas. Oui, c'est soit des entrepreneurs, soit des maîtres d'ouvrage quand ils sont engagés dans un projet de démolition ou de rénovation. Souvent, ils nous contactent avant le début des travaux.
Et à ce moment-là, on essaye, nous, d'avoir une plage de temps avant le début des travaux de démolition pour venir faire ces démontages soigneux dans les bâtiments. Et de plus en plus, en fait, on demande une certaine rémunération pour ça, parce que c'est du travail aussi que le maître d'ouvrage ne va pas devoir facturer aux démolisseurs classiques, parce que c'est des matériaux qui ne vont pas devoir être amenés vers ou d'incinération. Il y a une petite question par rapport à l'exposé. Une personne se demandait comment est-ce qu'on peut réutiliser l'acier. Comment ça se passe au niveau de la découpe, du nettoyage? Il faut déjà voir si l'acier est en bon état. Après, il y a des revendeurs. Moi, je ne suis pas spécialisée dans la récupération de l'acier. Il y a des revendeurs qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a même qui ont au point des petits outils qui permettent de voir quelle est l'épaisseur de l'acier pour voir s'il est encore en bon état. Moi, je vous conseille de travailler aussi avec des ingénieurs, avec votre ingénieur par rapport à ça. Et donc, une poutre qui est en bon état, qui n'est pas flambée, qui n'est pas rouillée, a priori, devrait être encore bonne au réemploi. Après, couper une poutre de réemploi ou couper une poutre neuve, c'est de l'acier. Il n'y a pas trop de différence. Quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question. Conseil, quand il peut y avoir des doutes sur des performances structurelles, on va soit avoir des logiques d'utiliser un élément un peu plus gros que ce qu'on aurait prévu en neuf, un peu plus résistant pour pallier peut-être aux éléments qu'on ne connaît pas, ou alors d'utiliser ces éléments structurels pour des usages qui sont moins demandeurs de leur capacité structurelle. Donc, nous, par exemple, un rotor d'essai récupère beaucoup des poutres en lamelé collé pour en faire du mobilier ou d'autres usages. Ben voilà, Benoît, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Écoute, bon, j'imagine qu'il y a sans doute encore des questions qui n'ont pas été répondues, parce que c'est vrai que le temps file. Mais qu'à cela ne tienne, donc on va... Là, je pense que tu peux le faire tout de suite, Dimitri, peut-être transmettre le fichier PDF de la présentation que Rotor vient de nous tenir. Comme ça, on aura un peu plus de concret pour pousser un peu plus loin les liens qui ont été évoqués, les fournisseurs de matériel. J'ai un petit souci technique pour le transmettre. Donc, Ok, mais c'est pas grave. De toute façon, après le webinaire, j'enverrai un petit mail aussi qui reprend l'ensemble des sources, des liens, le PDF en question. Sachez également de avoir un groupe sur EcoConso, sur Facebook, où vous pouvez aussi continuer à poser vos questions. On tentera d'y répondre, quitte à encore peut-être demander les bons tuyaux de Sophie et de Gaspard par rapport à ces notions. Et puis alors, bon, voilà, la question du coût est effectivement quelque chose d'assez récurrent dans ce genre d'entreprise, de rénovation, de construction. Sachez que sur Bruxelles, parce qu'ici on parle de projets bruxellois, il existe depuis très longtemps toute une série de primes. Sachez que cette année-ci, il y a un bonus prime énergie qui a également été développé jusqu'en septembre 2021 de mémoire, qui est une enveloppe supplémentaire pour un peu pallier à la crise que la construction a connue en raison de la situation sanitaire. Donc, allez voir, tous les liens seront communiqués. Je viens de mettre le lien dans le chat. Tu viens de le mettre dans le chat, ben voilà. Et le groupe Facebook, tu l'as peut-être mis dans le chat aussi? Je le mets tout de suite. Donc, n'hésitez pas, c'est sur inscription, mais je validerai bien entendu votre demande. Je remercie tout le monde. On a un petit peu dépassé le timing, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément à dire sur ce sujet. Merci Sophie, merci Gaspard, merci Harold. Je ne sais pas s'il est encore là dans les participants. On a encore 2 webinaires prévus dans le cadre de ces portes ouvertes qui ne sont pas encore fixés au niveau des dates, mais de nouveau, tenez-vous au courant par rapport sur notre site web ou sur notre page Facebook. Et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, à toutes et tous, et encore merci pour cette intervention et merci pour votre présence, en tout cas ce soir. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.